Bonjour Lionel Labosse, bienvenue en direct sur Tribune Libre en ce mercredi 17 juin 2026 pour parler de la lettre de mise en demeure que vous avez envoyée au ministre de l'Éducation nationale. Et nous allons donc en parler. Cette lettre est partie recommandée avec accusé de réception le 6 juin dernier, non le 9. C'est bien ça. Oui, bonjour Stéphanie Reynaud, oui, merci de cette invitation, la première pour cette opération, j'espère qu'elle sera suivie d'autres. Alors effectivement, j'ai envoyé cette lettre, alors voici la preuve si ça se voit à Oui. l'écran. J'ai caché mon adresse évidemment, elle est bien datée du 9 et elle a été reçue, les gens ont même le numéro en dessous, ils peuvent vérifier eux-mêmes, hein, je ne sais plus s'il apparaît. Voilà. Et elle a été reçue le 11, donc c'est la date du 11 qui compte avec mon avocat pour un recours suite à la réponse, soit à l'absence de réponse, soit une réponse insatisfaisante, voire une réponse satisfaisante. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Je tiens donc à remercier pour ce direct la modératrice Marjorie, voilà, dont l'arrobas est Marjorie Var. Et je tiens à dédier aussi, c'est une petite parenthèse, cette émission à une copine qui s'appelle Michel Brousse, comédienne. Voilà, elle nous entendra là où elle est. On va revenir au sujet qui nous préoccupe. Pourquoi vous êtes professeur de lettres, hein, c'est ça, Lionel Labosse, Oui. en Île-de-France, et vous êtes très concerné, touché par les sujets qui sont liés à tout ce qui est pédocriminalité. Pourquoi vous avez envoyé cette lettre de mise en demeure, qui est, je crois, une première dans l'histoire de l'éducation nationale? Oui, alors il faudrait demander à ChatGPT effectivement si, depuis que ce recours existe, cette possibilité existe, un enseignant a déjà mis en demeure son ministre de l'Éducation. Voilà, enfin, je dis ça en rigolant, mais j'étais quand même pas très fier quand je l'ai, enfin fier au sens fier à bras, quoi, quand je Oui. l'ai. Voilà, je risque de me prendre, un bon coup, sur la tête, donc c'est pour ça que le soutien des médias, alternatifs est important, donc j'espère que, on nous entendra parce que si je me retrouve, seul face au ministre, ils ne feront qu'une bouchée de moi, hein. C'est beau d'être soutenu par un avocat, mais c'est la médiatisation c'est le fait que les gens en suivent, puisque c'est une opération qui permet d'intégrer tout citoyen qui a des enfants et qui s'inquiète de la pédocriminalité systémique qui est en œuvre dans notre belle République. Voilà, donc oui, je suis concerné par l'affaire Brigitte depuis 2021. Mhm. Et depuis cette époque-là, je rêvais, j'avais en tête une action en justice, quelque chose qui permette de retourner la force de l'adversaire. C'est un peu du judo, hein, ce que je fais. J'utilise dans mon argumentaire tout ce que l'adversaire utilise comme élément de langage, diffusé par ces médias, c'est-à-dire les médias que nous payons, mais qui sont au service de la mafia qui dirige la France. Et donc, je les retourne. Donc, voilà, je suis concerné puisque je suis enseignant en lettres, en fait, ce qu'on appelle l'affaire Brigitte percute à peu près dans toutes les cases de mon CV, c'est-à-dire que j'ai fait de la lutte contre l'homophobie, au sein de l'éducation nationale, mais de la lutte sérieuse et non prosélyte et non perverse. Et donc, ce qu'ils font en face est en train a posteriori, de discréditer mon action et de l'entacher de suspicion. Et donc, j'ai aussi animé, quand j'étais jeune prof, hein, dans les premières années de prof, quand j'enseignais en collège à Damartin-en-Goël. Je cite les noms hein, pour que les gens puissent éventuellement vérifier et Bien sûr. qu'éventuellement 15 élèves puissent témoigner. Eh bien, j'ai animé un atelier théâtre, co-animé avec une dame qui s'appelait Christiane, qui d'ailleurs m'a retrouvé il y a quelque temps. Elle a fait un commentaire sous une de mes vidéos. Et Mm. du coup, j'ai trouvé son numéro, je l'ai appelée. Bonjour Christiane. Elle est retraitée maintenant, mais elle est bien d'accord avec moi dans ce genre d'action. Enfin, je ne vais pas parler en son nom, mais ça m'a fait plaisir de la retrouver. Puis je pense que je pourrais retrouver d'anciens élèves et parents d'élèves, puisque eh bien, on ne fait pas, on n'anime pas un atelier théâtre. Moi, c'était dans la petite ville de Damartin-en-Goël, c'est une ville de 5000 habitants en Seine-et-Marne, mais on n'anime pas un atelier théâtre sans travailler avec des parents d'élèves. Et donc, si j'imagine à Amiens, dans un lycée, dans un établissement scolaire, collège-lycée
catholique, ça doit être encore plus, il doit y avoir encore plus de cohésion avec les parents d'élèves. Donc je n'imagine pas cette histoire qu'on nous vend comme une romance se produire sans que les parents d'élèves s'en rendent compte et agissent. Enfin, c'est insupportable. Les parents d'élèves, ils participent, on fait des bouffes, on se fait des bouffes le mercredi, le samedi, le dimanche, quand on fait ce genre d'action. Enfin, je m'en souviens, c'était un peu l'époque, l'âge d'or de mon métier de prof. Voilà, j'étais jeune, j'avais beaucoup de bonne volonté. Voilà, je consacrais à ces actions, pas seulement celle-là, mais d'autres actions, faire écrire des élèves de la poésie, des dessins, faire des dessins, faire des concerts avec mon ami Pascal, qui est un père de famille heureux, et qui, à cette époque-là, faisait beaucoup de choses. C'est un prof d'anglais qui faisait beaucoup qui vient de prendre sa retraite, et qui faisait beaucoup d'actions pour les jeunes. Voilà. Donc en fait, vous avez toujours lutté contre l'homophobie, à juste titre, contre la transphobie, mais là, ce qui vous dérange, ce sont les non-dits et leurs conséquences. Euh, bien sûr, la lutte entre guillemets, parce que moi je dois défendre la diversité sexuelle. Voilà. Alors, ça va être difficile pour les gens qui écoutent de faire une opération intellectuelle de très haute intellectualité, qui est la mise en. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens condamnent à tour de bras, sont les Savonaroles de la réinfosphère, voilà, réinfosphère, etc. Hein, je dis dans notre camp. Il faut quand même commencer à critiquer dans notre camp. Et lance des oukases, des condamnations, voilà, à mort les pédophiles, etc. Mais ce que j'essaye de faire dans mon livre notamment, mais dans toutes mes actions, hein, mon livre, il fait donc près de 900 pages, je montre bien les pages pour montrer que ce n'est pas blanc dedans. Hein, Oui. un livre écrit par un professeur qui sait de quoi il parle et qui essaye de donner un substrat culturel à cette action. Donc, ce ne sont pas des mots d'ordre, ça nécessite de la culture, de la recherche et de la mise en contexte. Voilà, ce que faisait André Gide avec les jeunes garçons algériens en 1890 était soumis à d'autres lois que les lois actuelles. Et ce qui se passait donc au début de ma carrière, il y a 30 ans, enfin dans les années 1993 par là, quand j'étais dans ce collège de Damartin-en-Goël, c'était 1993 à 1997-18 par là. Eh bien, c'était autre chose que maintenant. C'est-à-dire à l'époque, c'était avant le Pax, donc on ne parlait pas d'homosexualité dans les cours. On cachait, par exemple, la part homosexuelle de la culture grecque ancienne. Hein, on la cachait, on la dissimulait. Donc, voilà, je voulais agir pour dire la vérité, tout simplement. Hein. Donc, en fait, je suis toujours dans la même perspective. Et donc, faut pas dire ah, mais c'est un LGBT. Enfin, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, évidemment. Mhm. C'était une condamnation un peu idiote parce que ça ne contextualise pas. Maintenant, on s'est fait dépasser par ce qu'on a mis en place. Moi, je ne savais pas ce que ça allait donner après, ce que mes actions allaient donner après. Il y a des gens animés de mauvaises intentions qui se sont emparés de la lutte contre l'homophobie. Enfin, je dis ça, la formule ne m'a jamais plu, hein, c'est pour ça que je parlais plutôt de diversité sexuelle. Mais maintenant, dire diversité sexuelle, ça va apparaître comme quelque chose de pervers, mais à cause justement des gens auxquels on Ah s'oppose. oui, tout à fait. Alors vous avez un site très intéressant qui s'appelle altersexualité.com. Oui, oui, c'est le site que j'avais créé justement. Alors, c'était une volonté, là aussi, les gens qui ne regardent pas vont dire ah, la sexualité partout, etc. Mais quand j'ai créé ce mot en 2004-2005, Mm. c'était pour contrer le mot LGBT qui s'imposait. Le LGBTisme. Donc j'avais créé un mot qui était déjà plus logique au niveau du français, parce que je suis quand même un amoureux de la langue française, et ça résonnait avec altermondialisme. Voilà, c'était pour avoir des réflexions sur la sexualité à une époque où on est quand même à 50% de mariages qui se terminent en divorce. Bon, voilà, dire qu'il n'y a aucune question, dire que l'hétérosexualité c'est forcément l'alpha et l'oméga, que l'hétérosexualité est un truc formidable qui va bien. Quand je vois Patrick Bruel et Richard Berry, voilà, je pense que l'on peut se poser des questions sur l'hétérosexualité comme alpha et oméga de tout. Voilà, il y a des questions à se poser sur la sexualité. C'était le sens de altersexualité. Voilà. Pas plus. Je suis pas. Vous pouvez regarder partout sur mon site. Il y a pas de pornographie. Il n'y a pas d'appel à changer de sexe, etc. Il y a des réflexions intellectuelles, culturelles, des connaissances, un savoir qui permet voilà, de réfléchir à la brigittologie avec un substrat culturel. C'est pas voilà. Donc ce qu'il y a dans mon livre, c'est pas l'action de Xavier Poussard, c'est pas le dossier de Précilus, c'est ce qu'il y a derrière, enfin des réflexions qui permettent de prendre de la hauteur par rapport à ça.
et de rattraper le retard pour les personnes qui découvrent cette action, ce Brigitte Gate, ce dossier. Voilà. Vous êtes donc la preuve vivante qu'on peut ne pas être père, mais être doté d'empathie et d'un intérêt, certain pour le respect et la protection de l'enfance? Oui, bah, c'est effectivement, depuis que je suis enseignant, j'ai toujours, travaillé en essayant de m'intéresser à ce que aux autres, que ce soit les enseignants, les gens qui travaillent dans un lycée, quelle est leur histoire, et cetera. Et les enfants. Et quand j'ai fait alors, je dis que j'ai fait de la lutte contre l'homophobie, mais si vous regardez sur mon site, quand je justement le pour en faire quelque chose qui ne soit pas prosélyte, je l'ai toujours intégré dans un cadre plus large, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux enfants, on s'intéresse à ce qu'il y a dans l'histoire des enfants. Et j'avais travaillé notamment avec une collègue enseignante qui avait aussi qui avait la même opinion que moi. Et donc, on travaillait sur les sourds, les maladies, tout ce qui peut voilà, être important dans la vie des enfants. Et travailler sur l'homophobie, c'est pas travailler seulement sur l'homophobie, c'est travailler par exemple sur les insultes. Euh, quand, euh, quand on a des enfants, on parle de ce qui les fait souffrir, donc les insultes. Et les insultes homophobes sont qu'une partie des insultes de ce qui peut bloquer un enfant. Donc, dans la vie de tout enseignant, moi, je pense, rétrospectivement, j'ai eu quelques élèves qui sont morts avant la fin du lycée. Où je me rappelle aussi, quand j'étais à La Martin, un élève qui s'appelait Julien, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a été appelé pendant nos cours, on l'a extrait de la classe, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que des gens lui avaient dit qu'il y avait des pompiers devant chez lui, et son père s'était suicidé. Et il se trouve que ce garçon, Julien, je l'ai retrouvé, il gérait la station de métro près de chez moi, donc il n'y a pas de hasard. Mais si vous voulez, je suis aussi sensible. Alors, après, il a eu un enfant. Voilà, je suis aussi sensible à la douleur de ces gens-là qu'à la douleur des LGBT, des élèves, des étudiants juifs, musulmans, etc. Voilà, il est important qu'ils soient bien intégrés. Et il y a certaines luttes, on sent qu'ils sont plus importantes que d'autres pour les gens qui dirigent l'éducation et qui en font un centre de propagande. Donc, mon action, elle se situe dans ce cadre. Là, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. On sujet faudra- s'éloigne un peu du sujet, mais ça permet de vous découvrir un peu mieux justement, donc c'est très intéressant. Hem, Qu'est-ce qui a motivé justement le fait de sauter le pas et d'envoyer cette lettre de mise en demeure qui est quand même, un acte assez audacieux, on peut le dire, pour le moins? Oui, eh bien, comme je vous le disais, c'est ce que j'avais en tête depuis le début. Et Mmh. les choses n'avançaient pas. J'essayais d'aider au maximum Xavier Poussard, Alain, notre bien-aimé baron de Précilus, que je salue et qui continue à suivre l'affaire, qui a encore fait publier une mise à jour ce matin. Et puis les autres qui se sont mis dans l'affaire. Et j'avais rencontré donc Christian Cotten en amont de son action. Il m'a consulté comme expert, ça fait bien, expert brigittologue. Et donc j'étais tout à fait satisfait parce que moi je voulais pas me mettre en avant en tant que euh, citoyen qui porte plainte. Ça faisait un peu conflit d'intérêt. Mais maintenant qu'il y a déjà une plainte de Christian Cotten, qu'elle a obtenu des avancées importantes, avec ce qu'on sait, les dépôts de consignation, etc. Euh, je suis revenu à une autre idée qui a avancé petit à petit et à laquelle l'actualité a fourni enfin un contexte qui permet de lancer cette action. Parce que je pense que là, les gens sont prêts à entendre. Hein. J'ai constaté, je suis le curseur, et j'ai constaté qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'étaient pas de notre côté, a priori, je veux dire de notre côté complotiste, hein, les nouveaux fascistes selon Charlie Hebdo. Eh Mmh. bien, je prends par exemple le cas de Cécile C, qui est intervenue dans la commission nationale sur l'inceste et qui a Mmh. eu extrêmement forte, que d'ailleurs Xavier Poussard a reprise, et elle n'a été totalement censurée. C'est-à-dire que le lendemain de son intervention à l'Assemblée nationale, qui aurait dû faire un buzz terrible, elle aurait dû être interrogée, invitée sur tous les plateaux télé des médias mainstream, eh bien, il y a eu un article de Closer, un autre article, je crois, de Tribunal du Net, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais enfin un site moins important, et après plus rien. C'est-à-dire, je suppose que l'Élysée a donné ordre à sa presse, à ses laquais de la presse subventionnée, de cesser toute allusion, et c'est hallucinant, puisque c'est une intervention très forte. Autant on a entendu Céline Berry, par exemple, autant Cécile C, elle a été totalement tue, et je ne sais pas si on pourrait écouter. On va pouvoir justement la diffuser. C'est l'occasion, de l'entendre. C'est parti.
Voilà. Alors, avant de commencer, je dois apporter une précision. Stéphanie, c'est Quand j'utilise le mot inceste, à 3 je minutes. l'utilise dans un sens politique. L'extrait qui m'intéresse est à 3 minutes. L'inceste, tel que je l'entends, est un régime politique de dressage des corps et des psychés au sein de la famille comme institution. Autrement dit, j'analyse l'inceste comme un séjour au grand public au nom d'un bien public supérieur. On est là devant une perversion incestueuse. Comment grandir dans ce genre de famille quand notre mère est adorée par tous ses followers comme étant une mère parfaite? Quel rapport à la vérité et quelle distance critique pour la construction de soi-même peut-on entretenir? Une émission récente qui s'appelle « Qui veut épouser mon fils ?» est un exemple parfait de 4 familles incestueuses qui sont toutes valorisées, avec lesquelles on s'amuse. Les exemples sont totalement innombreux et nous vivons sous la présidence d'un homme dont tout le monde sait qu'il a été séduit mineur par une femme adulte. C'est une situation qu'une politique publique de prévention des violences sexuelles devrait nommer comme délictueuse. Au lieu de quoi, la puissance du régime présidentiel impose à toutes le silence. La banalisation, la romantisation à travers des livres et la normalisation d'une situation anormale. C'est un exemple typique de culture de l'inceste qui régit non seulement les familles incestueuses, mais également toute une société bâtie sur l'écrasement d'une large minorité de sa population. Voilà. Donc, elle avait bien appuyé là où ça fait mal. Et donc, c'est une personne, si on s'intéresse un peu à elle, qui est, voilà, a priori pas de notre bord, qui a plutôt une approche d'un féminisme qui n'est pas souvent apprécié dans nos milieux complotistes, mais qui, du fait de son histoire personnelle, a pris conscience de ces choses. Donc, ça serait vraiment formidable, comme elle a été totalement blacklistée par les médias, de la faire venir. Ah, voilà, notre ami François avec la fameuse casquette, voilà, va pouvoir nous donner un éclairage d'avocat. Juridique, absolument. Avant de donner la parole à Maître Dangléan, je suggère qu'on écoute un résumé de cette lettre de mise en demeure. On est d'accord? Alors, par contre, il y a du bruit, donc je vais couper ici. C'est parti. Voilà. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qui fait énormément de bruit. Il s'agit d'une mise en demeure et d'une pétition formelle envoyée par Lionel Labosse au ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Bon, on ne va pas se mentir, c'est un sujet lourd et complexe puisqu'on parle directement des politiques de protection de l'enfance dans les écoles. Pour être clair dès le début, on va rester totalement impartiaux. Notre seul objectif ici, c'est de décortiquer les arguments avancés par l'auteur et de comprendre les actions très spécifiques qu'il exige du gouvernement. Au programme de cette analyse, on va d'abord voir d'où vient cette initiative, puis le constat dressé par l'auteur. Ensuite, on se penchera sur l'explication de ce fameux registre RPVier. On abordera la question délicate des VIP, l'ultimatum lancé, et on finira par l'appel à l'action. Allez, c'est parti avec notre premier point, l'origine de l'initiative. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le fil des événements. En novembre 2025, Lionel Labosse publie un livre massif, un pavé de 900 pages sur les scandales impliquant des personnalités et l'accès aux mineurs. Quelques mois passent, en avril 2026, le ministère annonce de son côté la création d'une espèce de liste noire pour éloigner les individus à risque des écoles. Ensuite, coup de tonnerre en mai 2026, des instructions judiciaires très médiatisées visent des personnalités publiques. Et c'est exactement cet enchaînement qui nous mène au 9 juin 2026. L'auteur envoie sa lettre recommandée et lance sa pétition, estimant que la fameuse liste noire de l'État, ça ne suffit carrément pas. On passe au deuxième point de notre analyse, le constat de l'auteur. Le ton est donné d'entrée de jeu avec ce slogan choc, pas de renard dans nos poulaillers, halte à la pédocratie. Le message est brutal, mais il a le mérite d'être clair. Selon lui, notre système de protection de l'enfance a de graves failles. Il dénonce un système d'impunité, cette fameuse pédocratie, qui protégerait carrément certaines élites. Son argument de base, c'est que des prédateurs potentiels peuvent encore avoir un accès direct aux enfants à l'école, très souvent sous le prétexte tout à fait légitime d'intervention culturelle ou artistique. Et pour appuyer son propos, le texte s'appuie sur des chiffres qui font vraiment foi dans le dos. Il cite les estimations de la CIVISE, la commission spécialisée sur ces questions. Tenez-vous bien, on parle de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année en France. Pour mettre ça en perspective, ça représente un enfant agressé toutes les 3 minutes. C'est massif.
Et c'est en s'appuyant sur ce drame absolu que le document justifie le besoin urgent de mesures radicales et transparentes. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième point, l'explication du registre RPVI. Alors, quelle est la solution exigée par l'auteur? C'est la création immédiate du RPVI, le registre public de vigilance des intervenants extérieurs. Et attention, il ne demande pas un petit fichier confidentiel caché au fond d'un bureau du ministère. Non, l'idée, c'est d'en faire un registre totalement public, accessible librement en ligne par tous les parents d'élèves, directement sur le site de l'Éducation nationale. Les critères demandés pour ce registre sont drastiques. Il faudrait lister absolument tous les intervenants extérieurs invités dans une école au cours des 3 dernières années. Mais ça va beaucoup plus loin. La base de données exigerait la publication de leurs antécédents judiciaires et disciplinaires, le moindre signalement grave et surtout le nom exact du responsable qui a autorisé l'intervention. L'objectif revendiqué, une transparence totale pour savoir exactement qui valide l'entrée de qui dans un établissement scolaire. On aborde maintenant la 4e partie, la question très sensible des VIP. C'est sans doute la partie la plus explosive de la pétition. L'auteur pointe du doigt ce qu'il perçoit comme un système de 2 poids 2 mesures. D'un côté, on a l'application stricte de la liste noire pour les citoyens ordinaires et de l'autre, un prétendu passe-droit pour les VIP et les élites. Son argument est simple. La protection des enfants ne doit pas être à géométrie variable. La célébrité ou l'influence d'une personne ne devrait, selon le texte, justifier aucune exception aux règles de prudence. Pour illustrer cette accusation, le document n'hésite pas à nommer des personnalités de premier plan. Brigitte Macron, Richard Berry, Patrick Bruel, Jean-Luc Lahaye, Jean-Marc Morandini, Claude Lévesque, Olivier Duhamel. La pétition affirme que ces figures publiques ont des antécédents judiciaires ou font l'objet d'enquêtes pour des affaires de mœurs et qu'elles continueraient pourtant d'être tolérées dans les écoles. L'auteur exige donc l'application immédiate de la liste noire à toutes ces personnes sans aucun favoritisme. Passons à notre 5e point, l'ultimatum. Car oui, tout ça se traduit par une véritable offensive juridique très méthodique. Étape 1, l'envoi d'une mise en demeure officielle au ministre de l'Éducation. Étape 2, l'attente stricte du délai légal de 2 mois pour que le gouvernement réponde. Et l'étape 3, c'est la menace explicite. Si le registre n'est pas créé dans ce délai, l'auteur et un collectif d'avocats menacent de saisir directement le tribunal administratif. C'est un ultimatum pur et dur pour forcer la main au ministère. Et enfin, 6e et dernier point de notre décryptage, l'appel à l'action. Pour bien montrer que cette démarche n'est pas isolée, l'auteur s'appuie massivement sur l'opinion publique. Il cite un sondage de France au Soir qui indique qu'une majorité écrasante, soit 96% des personnes interrogées, soutiendraient des sanctions intraitables contre les figures médiatiques impliquées dans ces controverses. Ce chiffre de 96% est vraiment brandi pour prouver qu'il y a une attente sociétale colossale derrière cette demande de transparence. L'objectif ultime, c'est que la transparence devienne la norme absolue. Et le point crucial ici, c'est un appel à signature de cette pétition rappelant que la protection des enfants est un devoir absolu, qui ne doit épargner aucun d'entre nous, en particulier ceux qui sont en responsabilité. L'auteur exhorte les parents, les étudiants et les associations à s'emparer du sujet et à partager le document partout. Pour lui, exiger cette transparence n'est pas juste une recommandation, c'est un droit démocratique fondamental. Alors, en fin de compte, une grande question reste en suspens depuis l'envoi de cette mise en demeure le 9 juin 2026. Comment le gouvernement va-t-il gérer cet ultimatum juridique et cette exigence d'un registre RPVI public d'ici la fin du délai de 2 mois? Le ministère prendra-t-il le risque de l'ignorer et de se retrouver devant la justice administrative? Ou bien cette initiative va-t-elle forcer l'État à changer drastiquement les règles du jeu? Ce qui est sûr, c'est que ce dossier aux multiples répercussions va continuer de faire couler beaucoup d'encre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à attendre de ce ministre Édouard Geffray, c'est ça? Nouvellement nommé? Oui, alors ce qui attend, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il a commencé à faire, c'est recevoir Madame Brigitte Macron dans son bureau. Pour quelle raison? Enfin, à quel titre cette personne a-t-elle été élue? Cette personne représente-t-elle le peuple français? Et l'accompagner de façon compulsive à ses visites dans les écoles pour tel ou tel prétexte sur le harcèlement, etc. Alors là, j'ai changé mon fond. Là, c'est une photo. Si je m'écarte un peu, vous voyez Choupinet derrière moi. Je prends sa place. Et donc, elle va dans ce genre d'école. Alors qu'elle est connue, c'est marqué sur l'article de Wikipédia, pour avoir détourné un mineur de ce qu'on appelle un mineur de 15 ans au terme de la loi, ce qui veut dire de moins de 15 ans, dans cette école le lycée La Providence. Je ne sais pas exactement de quelle année date, j'ai oublié de quelle année date cette photo-là, mais voilà, à quel titre un ministre, alors qu'il semble vouloir créer une liste noire des enseignants
qui ne sont plus habilités à être mis au contact d'élèves. Voilà, pourquoi est-ce qu'il se rend fréquemment dans des établissements scolaires avec un ancien détourneur de mineurs? C'est une question que je me pose, que je ne suis pas le seul à me poser, puisque Cécile C se pose cette question. L'humoriste Bernard Mabille se pose cette question aussi, suite à l'intervention de M. Geffray. Donc c'est en fait cette décision de M. Geffray, le ministre actuel de l'Éducation nationale, non seulement de créer une liste noire, mais de nommer une nouvelle défenseur des droits de l'enfant au sein de l'Éducation nationale, qui fait un peu doublon avec la défenseur des droits générale, qui a aussi dans ses prérogatives de défendre les droits des enfants, Madame Cléredon. Donc on se demande si ce n'est pas un nouveau comité Théodule pour noyer le poisson et faire croire que l'éducation nationale fait quelque chose. Mais comment croire à la sincérité de l'éducation nationale quand il fait ce que vient de dire? Donc, cette mise en demeure répond en fait à ce double langage de l'institution. Avant de passer la parole à Maître Dangléan, vous avez lancé une pétition. Est-ce qu'une pétition peut réellement changer les choses ou c'est simplement un symbole? Alors, il n'y a pas que la pétition. La pétition, c'est pour marquer l'engagement des gens, mais l'engagement des citoyens, des pères et mères de famille notamment, ou des non-pères de famille qui sont des enseignants par exemple, c'est d'envoyer, en utilisant tous les moyens de communication des établissements scolaires, les ENT, les pronotes, tout ce que vous voulez, d'envoyer la pétition et d'informer les gens et de demander officiellement au conseil d'administration de chaque établissement scolaire, sans attendre la réponse du ministre ou la non-réponse du ministre, de demander que dans les établissements scolaires, il y ait un vœu du conseil d'administration de ne pas recevoir des gens qui ont été des VIP, qui ont été mis en cause publiquement dans des histoires concernant des mineurs, ou pas seulement des mineurs, d'ailleurs, dans des histoires sexuelles plus larges, on pourra en parler après, mais voilà, il y a une obligation de moralité des agents du service public, notamment quand ils sont dans des professions qui touchent des enfants, qui voilà, doivent faire en sorte que certaines personnes ne doivent plus être mises en contact avec des enfants, avec des mineurs, et même avec des jeunes étudiants qui ne sont pas mineurs. Je vais passer la parole à Maître Dangléan pour lui demander ce qu'il pense de cette démarche et de ses chances d'aboutir notamment. Maître, vous en pensez quoi? Alors bonsoir à tous. J'ai pas trop d'écho. Désolé. Non, c'est bon, tout va bien, le son est bon. Désolé pour ce retard. Il y a un problème de connexion. Non, ça va, on vous entend. Effectivement, dans ces écoles, il se passe des choses absolument vraisemblables. Et apparemment, tout se passe bien. Et la grande problématique, c'est qu'on fait intervenir auprès des enfants et des enfants les plus jeunes, des personnes qui ne sont pas fonctionnaires de l'État. Et ces gens-là, eh bien, ils sont recrutés, on ne sait même pas par qui, peut-être par le directeur d'une école, qui les recrute, sur quel contrôle, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout, et on s'aperçoit qu'on a des gens qui n'ont rien à faire dans les écoles. Parce qu'on va faire défiler dans les écoles des drag queens et tout un tas de gens qui se déguisent. Bon, il faut un contrôle. Il y a des problèmes de recrutement dans la formation et le recrutement du personnel périscolaire notamment. Exactement, puisque ce sont des gens qui sont recrutés, qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État ou des collectivités locales. Ce sont des gens qui sont engagés avec des contrats de droit public plus ou moins temporaires, quoi. Le problème de ces professions, c'est qu'elles sont sous-payées, elles sont mal considérées, hélas, et ce sont des personnels en sous-effectif. Moi, je le sais en connaissance de cause, parce que j'ai un enfant et j'entends toujours parler de problèmes de sous-effectif, et donc ce sont des métiers quand même assez difficiles, et il y a un vrai problème dans les méthodes de recrutement et dans l'attractivité de ces professions. Et puis alors là, le dernier problème, vous avez vu tous les deux, l'animateur du périscolaire qui vient d'être relaxé tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je ne connais pas tout le dossier, mais soit on l'a envoyé de manière abusive devant le tribunal correctionnel, ou alors on a voulu le déclarer coupable alors qu'il aurait commis des faits. C'est assez compliqué, hein. C'est compliqué comme histoire. Je pense qu'on s'est précipité une fois pour montrer à l'opinion publique, c'est-à-dire aux gens qui sont propriétaires de ce système, que finalement les services de la justice font le travail en temps utile.
Le son n'est pas très bon, maître. Vous pouvez vous ressortir et vous reconnecter? Je vais le faire, hein. À tout de suite. Merci. Ouais. La relaxe, Lionel Labosse. Ça envoie des signaux Alors, quand même assez forts à la société d'impunité? oui, alors en ce qui me concerne, je voudrais avec mon action sortir de ce commentaire incessant de la dernière action de la veille. J'ai fourni un article. Donc, en parallèle à ma pétition, en fait, j'ai tout un dossier. Donc, j'ai publié un article que j'ai aussi lu dans une vidéo qui dure 45 minutes de lecture. Donc, c'est vraiment un dossier de fond qui montre que c'est pas un cas isolé qui s'ajoute à un deuxième cas isolé, un troisième cas isolé, qui montre que c'est systémique, comme le dit très bien la journaliste Laurence Beneux, qui s'est fait recadrer à BFM alors qu'elle voulait faire un lien exactement comme Cécile C avec le couple présidentiel. Eh bien, c'est systémique. Et de nombreux commentateurs s'en sont rendus compte, et les Français s'en sont rendus compte, comme le prouve le fameux sondage de François, avec 87% des gens qui rejettent ce comportement systémique de l'État, de la mairie de Paris. Je viens d'apprendre, si l'on veut hier, je crois, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, menace de porter plainte contre tous ceux qui disent que la mairie de Paris a mal agi, etc. C'est hallucinant, c'est-à-dire que les tribunaux vont encore une fois être instrumentalisés pour poursuivre les lanceurs d'alerte et surtout pas pour poursuivre les criminels. On va couper les sites, les réseaux sociaux des enfants de 15 ans au lieu de poursuivre les pédocriminels. Je vous avais fourni un visuel d'ailleurs qui est paru récemment, un visuel anonyme qui est paru récemment, qui dit bien de quoi il est question. Donc voilà, j'ai étudié un certain nombre de cas emblématiques. Il y a un cas d'ailleurs dont personne ne parle, c'est le cas de Jean-Luc Lahaye, parce qu'il faut faire un rapprochement entre le cas de Jean-Luc Lahaye, le chanteur, et le cas de Patrick Bruel. Donc Jean-Luc Lahaye a été mis en examen pour voilà, des soupçons de viol, et il a été immédiatement interdit de concert par la juge, de façon exécutoire. Hein, et donc, ça n'arrive pas à Patrick Bruel, c'est étonnant, quoi. Et de façon exécutoire, exactement comme les 10 soi-disant cyberharceleurs de Brigitte, qui sont en attente du jugement en appel, privés de leurs réseaux sociaux de façon exécutoire. C'est vraiment une justice qui poursuit les lanceurs d'alerte et qui ne poursuit pas les pédocriminels dont le chef de gang est à l'Élysée et visite les écoles avec le ministre de l'Éducation. Alors voilà, ce visuel, non, je ne vais pas arrêter ton violeur, mais je peux te priver de réseaux sociaux. Donc le courage politique de punir les victimes, for sure, pourrait-on dire. For sure. Vous irez jusqu'au bout avec cette plainte si elle est rejetée, enfin, avec cette mise en demeure, pardon. Oui, eh bien l'avocat, c'est un avocat transgenre, donc des fois je parlerai de lui ou d'elle au pronom féminin ou masculin. Donc l'avocat suit l'affaire. Donc la lettre a été reçue le 11 juin. Donc le 11 août, nous avons rendez-vous. Ça sera en pleine vacances, donc peut-être ça sera reporté à la rentrée. Mais nous, selon l'absence de réponse ou la réponse positive, complète, incomplète, eh bien, nous nous réservons, nous avons des idées évidemment de saisir le tribunal administratif ou de plainte pour. Bon, je vais pas égrener parce que ça doit peut-être rester secret, mais d'ailleurs, Maître d'Angléan pourrait éventuellement donner son avis. Voilà, mais ça ne peut avoir un écho que si des gens comme vous, Stéphanie, ou François, qui est père de famille, vous emparez de cette initiative, vous l'appropriez à votre façon, et voilà, c'est une démarche pour contourner aussi la censure des réseaux sociaux opérés par le gouvernement français et l'Union européenne. Il y a un endroit qui n'est pas censuré, pas censurable encore, ce sont les moyens de communication des établissements scolaires. Donc tout père de famille et toute mère de famille comme Stéphanie, François et les gens qui nous écoutent peut directement aujourd'hui, après avoir terminé d'écouter cette émission, envoyer un message par les moyens de communication des établissements scolaires, mais aussi des clubs sportifs, enfin, de tous les établissements ou des hôpitaux pour enfants, voilà, et donc demander aux représentants syndicaux, aux représentants au conseil d'administration des différents établissements de publier un vœu officiel voté par le conseil d'administration demandant qu'aucun VIP ayant été pris dans des scandales sexuels ou dans des maltraitances vis-à-vis des enfants, il y a aussi les gens qui frappent les enfants, eh bien, ne doivent plus être acceptés dans le lycée de façon exécutoire. Et ça permettrait, par exemple, lorsque Brigitte Macron, avec le ministre, s'infiltre sans avoir prévenu les parents d'élèves, c'est ça qui est scandaleux, dans un établissement, de leur refuser l'accès. Voilà, ça serait une action à la fois symbolique, mais une action réelle.
Hein, je ne comprends pas. Et là ça serait peut-être le moment de passer le très court extrait de l'humoriste Bernard Mabille, hein, ça dure 40 secondes, qui dit voilà ce que l'inconscient collectif des Français pense. Hein, c'est les 96% des Français de François qui ne supportent plus que des gens qui ont été condamnés pour pédocriminalité soient encore dans les médias. Eh bien, nous allons l'écouter. C'est assez délicieux, on peut le dire. Alors, il est là, il arrive. Bernard Mabille, pour notre plus grand plaisir. Hop, c'est parti. Attention, vous allez en prendre bien. Brigitte Macron est chargée de parler, elle était aux États-Unis pour ça aussi, de parler du harcèlement à l'école. Brigitte Macron. Au moins, il y a quelqu'un qui connaît son sujet. Elle a dépucelé le petit, il avait 15 ans. Non mais Brigitte Macron à l'école, attendez, c'est faire rentrer le renard dans le poulailler. Moi, mon petit-fils me dit, demain, il y a Madame Macron qui vient à l'école. Je dis, ah, tu restes là, t'as les oreillons, tu sors pas. Très bien, heureusement que l'humour nous sauve. Si on peut encore en faire. Hein. Alors, oui, justement, c'est pour ça que on va peut-être cette interdiction de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en septembre. On va voir si ça passe ou pas. Oui, pardon, Lionel? Oui, j'appuie mon action sur des faits, des citations. Comme l'Élysée n'a pas porté plainte contre Bernard Mabille ni contre Cécile C, si vous voulez, voilà, c'est comme ça que juridiquement, enfin l'avocat avec qui je travaille, ou l'avocate, a validé l'ensemble, hein, pas seulement la pétition qui n'est que la partie émergée de l'iceberg ou la lettre au ministre, la lettre avec l'accusé de réception au ministre, mais mon article qui explique cela, ce que j'aimerais expliquer dans les médias comme le vôtre, Stéphanie, eh bien, c'est inattaquable parce que tout est sourcé. Voilà, quand je parle d'Emmanuel Macron, qui aussi devrait être sur cette liste noire, parce qu'il a l'habitude de tripoter les gens, des joueurs de football par exemple, on sent que là, il ronge son frein pour prendre l'avion pour la Californie, pour aller tripoter les abdominaux de Mbappé. Bon, je cite un article de Europe 1 qui dénonce cela. Et on avait fait aussi une pétition il y a quelques mois contre les papouilles présidentielles qui avait atteint 6 000 signatures. Hein, donc, il doit aussi être inscrit. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont attenté à des enfants, mais aussi ceux qui ont l'habitude de tripoter. Parce que si on fait entrer dans un établissement scolaire quelqu'un qui a l'habitude de tripoter les gens, qu'est-ce qui nous assure qu'il ne va pas se mettre à tripoter les enfants? D'ailleurs, il y a quelques images où on voit Macron face à un groupe sportif, et puis il y a des enfants, donc voilà, il met aussi la main sur les enfants. Mais je ne sais pas si Stéphanie ou François, vous avez envie que Macron, en visite officielle, je ne sais pas où, se mette à tripoter votre gamin. Voilà, je pose la question. Non, pas vraiment. Maître d'Angléan, est-ce que le son est meilleur? Oui, ça a l'air meilleur, là, hein, je pense, Oui, non? c'est très bien. Vous pensez quoi de toute cette affaire, finalement? Ce serait quoi vos conseils à donner, finalement? Conseils juridiques, notamment? C'est un véritable désastre, c'est un désastre partout. Je crois que le professeur Éric Raoult, dans l'émission sur TV Liberté, je crois, a expliqué qu'en France, c'est l'effondrement partout, partout, partout. On s'effondre à l'école, à l'hôpital et dans tous les services de l'État. Hein, c'est bien cela. C'est la conséquence de la philosophie lancée dans le système public à la fin des années 60, des années 70, par un dénommé Michel Tocard. Enfin, Michel Tocard, à son état civil, c'était Michel Rocard. Hein, et sa grande prophétie, sa grande philosophie, c'était, il n'avait qu'un seul mot pour résumer son ambition pour notre pays, c'était l'autogestion. L'autogestion, l'autogestion. L'autogestion va établir le paradis en France dans toutes les sphères de la société. Et aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il n'y en a plus un qui nous parle d'autogestion, hein, ni la tondelière, ni les uns ou les autres. Personne ne nous parle plus d'autogestion parce que ce système pourri est entré en application dans tous nos services publics. C'est ça le problème. Ce principe pourri est entré en application. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin et malheur à celui qui conteste. Hein. Maître, vous pensez que la justice, par
une forme de laxisme est complice de tous ces signaux envoyés à la société. Par exemple, l'affaire Liana, comment se fait-il que Jérôme Barella n'ait pas été inquiété plus tôt? Effectivement, globalement, je défends les magistrats qui font correctement leur travail. Il y en a peu, malheureusement. Et nous avons des exemples quand même avec l'affaire de Natacha Ray. Et dans d'autres affaires aussi, j'ai obtenu des bonnes décisions de justice. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bien, parce que la fonction justice a été rabaissée au rang de simple service public, alors que la justice, c'est une fonction essentielle d'un État. Ce doit être un pouvoir, et aujourd'hui, c'est un service public rabaissé qui est entre les mains du pouvoir exécutif. Et vous avez au ministère de la Justice un petit groupe qui donne des instructions aux uns et aux autres. Aujourd'hui, les instructions, c'est principalement de poursuivre les gens qui contestent le positionnement de la bande à Macron. C'est ça le problème. Poursuivez les agriculteurs, poursuivez les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, poursuivez-les, envoyez-les au tribunal correctionnel, encombrer les juridictions, saturer les juridictions correctionnelles et pénales avec des affaires qui n'ont aucun intérêt. Et pendant ce temps-là, on oublie en temps utile de poursuivre les violeurs, les trafiqueurs d'enfants et compagnie. Ça, c'est une ambition. Et c'est pas le ministre de la Justice, il est là pour ramener sa fraise, comme Dupont de Moretti, ramener sa fraise et donner le change. Mais c'est pas une commande. Est-ce que vous pensez justement que les 2 derniers ministres de la Justice ont été choisis de manière à envoyer des signaux assez négatifs à la société, puisque Gérard Darmanin avait des affaires de mœurs, on va dire, derrière lui, enfin voilà, et Éric Dupond-Moretti plaidait en quelque sorte l'inceste heureux pour défendre un client. Est-ce que c'est délétère finalement, ce choix? Bien sûr que c'est délétère. Attendez, quand Éric Dupond-Moretti, moi je l'appelle Dupont de Moretti, ce gars qui se prend pour un seigneur et qui fait de la vénerie ou je sais pas quoi avec des aigles. Quand il a été désigné, j'étais au fin fond de la Lozère et je parle spontanément avec un fils d'agriculteur et tout de suite il me dit mais je comprends pas qu'on ait nommé ce truand ministre de la Justice. Voilà, je lui avais tenu aucun discours préalablement. Voilà ce qu'il m'a dit. 80% des gens estiment que ce personnage n'avait rien à faire en qualité de ministre de la Justice. Il a été choisi par Brigitte Trogneux et il a été désigné ministre de la Justice par son charmant époux, le résident de l'Élysée. C'est dans ces circonstances que ce personnage a accédé à cette fonction de ministre de la Justesse. Voilà, c'est un véritable scandale. Et il a été nommé pour, à mon avis, faire pression sur les juges pour qu'ils puissent arranger, accompagner la plainte que la charmante épouse du résident de l'Élysée avait déposée contre la valeureuse Natacha Ray. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a été nommé, à mon avis. Et je ne vois pas pour quelle autre raison et à quel titre on l'aurait nommé. Du reste, rappelez-vous, et tout le monde s'en rappelle, lorsqu'une journaliste, je crois que c'était Audrey Crespo-Mara, lui a posé la question il y a quelques années, vous, ministre de la Justice, qu'est-ce que vous en pensez? Il a ricané comme un vulgaire personnage sur le thème « Moi, ministre de la Justice, ce serait le bordel ». Eh bien, on y est. Et quant à Darmanin, Gérald Moussa Darmanin, plus connu dans les banlieues sous le sobriquet de Darminus, mais il n'a rien à faire à la place de ministre de la Justice. Il aurait dû, à la suite de l'affaire Liana, mais bien évidemment, démissionner et présenter ses excuses au peuple français et au monde entier, compte tenu de cette affaire catastrophique. Mais c'est partout pareil, c'est partout pareil. J'ai une dernière question avant de repasser la parole à Lionel Labosse. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à Elsa Guiol, qui a donc réalisé ce documentaire diffusé sur France 5, La Fabrique du mensonge, quand il y a une voix off qui vous présente en disant, de manière relativement péjorative, que vous avez été l'avocat de Dieudonné.
Alors que tout homme a droit à un avocat. Ce que je veux dire par là, c'est que Nordal Lelandais a bien un avocat également. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui ont réalisé un documentaire à charge contre les brigittologues? Alors, Elsa Guiol, bah, écoutez, elle est passée dans l'émission C'est à vous préalablement et elle a expliqué sa démarche. J'ai trouvé qu'elle n'était absolument pas crédible et j'ai pensé qu'elle ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. Hein, ça valait pas grand-chose. L'émission, bon, bah, écoutez, elle n'a convaincu personne, ni dans un sens ni dans l'autre. Cette émission a fait l'apologie de GPTV, Géopolitique Profonde, je trouve. C'était pas si mal que ça. En ce qui me concerne, bon, j'ai fait environ 2 heures d'interview dans un café à Montmartre qu'elles avaient choisi, parce qu'elles voulaient venir chez moi, mais j'ai préféré que personne ne vienne chez moi dans un premier temps. Hein. Et j'ai quelques petits passages. Je trouve que c'est pas trop mal ce qu'elles ont passé, puisque j'explique, je parle du résident de l'Élysée, je fais quelques observations. Ce qui était ennuyeux, c'est tout le passage où on nous a tartiné avec comment il s'appelle, Aurélien Poisson-Atlan. En gros, cette émission, le thème, le logiciel sur lequel est structurée cette émission, c'est les complotistes et l'extrême droite. Écoutez, c'est un discours particulièrement pauvre. C'est pauvre, hein. C'est pas leur rôle. Vous trouvez pas que le passage choisi sur les cheveux de André-Louis Auzière est pas forcément le passage le plus convaincant concernant votre travail? Écoutez, elles ont passé les photos, les 2 photos comparatives à l'écran. Tout le monde a pas besoin d'être expert pour constater que les visages ne sont pas du tout les mêmes. Oui, voilà, l'élément important, ce sont les traits du visage, finalement, pas les cheveux, puisqu'un homme peut perdre ses cheveux en vieillissant. Exactement, et d'autant Ouais. plus que l'oncle, la fameux André-Louis Auzière, lui, il doit avoir plus de 80 ans. Il a toujours une chevelure luxuriante, comme je l'ai fait remarquer dans cette émission. Donc, je pense que je leur ai quand même cloué le bec et elles ont passé, elles n'ont pas coupé quand je dis, mais finalement, ceux ne sont pas les mêmes visages. Et il n'est pas besoin d'aller tripatouiller avec De l'IA. les intelligences artificielles ou la reconnaissance faciale chinoise, portugaise, algérienne ou mexicaine pour se rendre compte que ce ne sont pas les mêmes visages. Voilà, terminé, point barre. Les histoires de cheveux, ça tombe à plat. Hein. Vous en avez pensé quoi, Lionel, de ce documentaire? Alors, je voudrais répondre quand même alors, je veux bien commencer par ça, mais j'aurais des Bien choses à sûr, dire. allez-y, à maître d'Angléon. Dans le documentaire, bon, j'ai cette image qui est extraite derrière moi de ce documentaire. On voit bien BFM TV, c'est marqué effacé par mon nom. En publiant cette photo, en fait, le documentaire nous appuie, puisque en publiant cette photo, ils reconnaissent ce que dénoncent Bernard Mabie et Cécile C, c'est-à-dire le détournement de mineurs. Hein. Donc le documentaire parle, enfin c'est un peu comme, moi je fais souvent référence au film, j'ai oublié son nom, non le film sur la résistance avec Simone Signoret et Lino Ventura. Ça y est, j'oublie son nom. L'armée des ombres, non? En fait, Simone Signoret, qui a commis une erreur en gardant une photo de sa fille sur elle, envoie des messages par ses actions en demandant qu'on la tue, quoi, pour éviter qu'elle parle. Donc et donc j'ai l'impression que ces journalistes, en fait, envoient des messages subliminaux. Ils font semblant de défendre Brigitte Macron, mais le simple fait que Brigitte Macron n'ait pas répondu à leur demande d'intervenir dans l'émission montre que ça les met forcément mal à l'aise. Le simple fait d'en parler les met mal à l'aise, parce que pour eux, voilà, il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que je pense ils sont intervenus pour interdire à leurs médias de recevoir Cécile C. Et je demande, moi, aux médias alternatifs de trouver Cécile C et de la faire venir et de lui donner la parole, puisqu'elle voulait avoir la parole. Son intervention est extrêmement forte. D'ailleurs, elle a parlé de l'exhibé caché. Xavier Pouzard a repris cette formule qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce moment, je vais retomber sur mes pattes après. Mais c'est vrai que vous passiez, chère Stéphanie, le duel de Charlie Hebdo, que je croyais faux au début, et qui relève de l'exhibé caché. C'était un visuel, c'est un dessin de Brice qui montre la France comme championne du monde de la pédophilie.
Alors, il est où ce visuel? Vous me l'avez envoyé? Vous l'avez envoyé, le visuel de Charlie Hebdo. C'est-à-dire la dernière une de Charlie Hebdo de la semaine dernière. J'ai bien vérifié qu'il était bien en kiosque, que ce n'était pas une fausse une. Donc, la France, championne du monde de la pédophilie. Je l'ai là. Il est très dérangeant. Effectivement. Dans le coin en haut à droite ou à gauche, je sais Il plus. arrive, c'est bon, je l'ai. On voit aussi leur hors-série avec complotistes, les nouveaux fascistes. C'est extraordinaire. Et en fait, alors je ne sais pas si on va le voir. Et ce visuel, voilà, ce dessin de riz, c'est cette une, c'est exactement l'exhibé caché de Cécile C. C'est-à-dire que oui, en fait, ils en sont fiers. Faut pas se voiler la face, ils en sont fiers. Et si Édouard Geoffrey, mon ministre de l'Éducation auquel je suis soumis, donc je rappelle que quand je parle ici librement sur Tribune Libre, je risque de me prendre une rafale. Mais quand Édouard Geoffrey va ostensiblement dans les établissements scolaires avec un ancien détournement de mineurs, on est dans la revendication de la Coupe du Monde de pédophilie. Donc Charlie Hebdo a beau nous traiter de nouveaux fascistes, bon, on peut leur rétorquer que eux sont les nouveaux torche-cul. Eh bien, voilà, il cache, il exhibe ce qu'il cache. Et dans le documentaire de France Télé, je crois que c'est la même chose. Donc, à nous de les pousser dans leur retranchement, de les prendre au mot. Et donc, ma réponse à France TV, c'est qu'il ne m'a pas invité, mais qu'il m'a montré. J'étais visible à deux dans le documentaire, à la fois dans une des vignettes des émissions de GPTV et dans une petite vidéo, ma toute première apparition avec une perruque jaune, avec mon ami Bruno, qui était filmé par Mike Borowski dans les manifs de 2022, février 2022. C'était ma toute première apparition en perruque jaune. Donc, j'ai écrit un livre de 900 pages sur le sujet. Je suis professeur agrégé de lettres modernes et tout ce que montre GPTV, au lieu de pas GPTV, excusez-moi, lapsus, France TV, au lieu de m'inviter à m'exprimer en tant que brigittologue de l'université de Ouagadougou, si je puis reprendre cette expression humoristique, eh bien, il me montre une image, voilà, où je fais de la mazarinade moderne en faisant de l'agit-prop, pardon, dans les manifestations. Alors justement, je voudrais revenir, si vous le permettez, cher François et chère Stéphanie, sur le propos de François. Alors, François a fait un lapsus, il a dit Éric Raoult. En fait, c'est pas Éric, c'est Didier Raoult. Mais c'est intéressant parce que Éric Raoult, c'est le fameux député Ah oui, d'accord. Ok. de la ville, proche de la ville où j'habitais en Seine-Saint-Denis quand j'étais adolescent. Le Rincy, non? Éric Raoult a été nommé dans une récente émission par notre ami Mike Borowski, qui a dit que en le traitant ouvertement de débile, je cite débile, dans les années 2004 par là, eh bien Éric Raoult, c'est à moi de faire le lapsus inverse, avait mis fin à la carrière politique de Mike Borowski. Donc une simple comme débile, avait pu mettre fin à la carrière politique de Mike Borowski, en faire un journaliste. Je tiens à rappeler à mon ami Mike, en espérant pouvoir le lui dire en face sur un plateau de GPTV, puisque ça fait depuis décembre 2025 que je n'ai pas été invité sur un plateau de GPTV. Ça va revenir. GPTV a mis fin à la carrière de mon livre, provisoirement j'espère, en laissant M. Alain Soral me traiter, moi, Lionel Labosse, de débile. C'est la même insulte. Oui, je me souviens. Et j'ai demandé un droit de réponse face à cette insulte qui m'a été refusé par M. Raphaël Beslu. Je tiens à le dire. Donc, si Mike Borowski, débile, a eu un si fort impact dans sa vie, pourquoi ne me donne-t-il pas la parole pour répondre à la même insulte dont j'ai été victime de la part d'une des personnes qui s'exprime couramment sur le média GPTV? Moi, je parie qu'on va bientôt vous retrouver prochainement sur GPTV. Je ferme la parenthèse et je vais revenir à ce qu'a dit notre ami d'Angléan. Donc, effectivement, il met en cause du con Maserati, je ne sais plus comment on l'appelle. Oui, parce qu'il aime bien payer les Maserati en liquide, ce ministre de l'Éducation. Donc, c'est un complotiste parce qu'il est partisan de la lutte contre l'euro numérique. Fermons la parenthèse. Alors, récemment, donc Darmanin, j'étais à la manif où vous étiez aussi, Stéphanie, on ne s'est pas croisé, contre le ministère devant le ministère de la Justice et contre le ministre de la Justice, qui a déclaré qu'il suite à l'affaire Liana. Qui déclarait qu'il allait rouvrir 70 000 dossiers. Mais cher Sherlock Holmes, cher Watson, pour ouvrir 70 000 dossiers, mais que faut-il? Ne faut-il pas que ces dossiers aient été fermés?
qui a donné l'ordre de fermer ces dossiers? Donc, qui a donné l'ordre, en fait, de ne pas poursuivre des pédophiles? Et si j'étais, moi, les parents de cette malheureuse Liana, eh bien, je porterais plainte contre le ministre pour complicité de meurtre, puisque on a fermé des dossiers, on a sciemment refusé de poursuivre un pédophile qui était connu de tout le monde. Et ça, c'est un dossier, mais l'affaire est systémique, et donc vous avez 70 000 personnes qui pourraient porter plainte. Et Je crois qu'il y a une plainte en cours contre l'État pour faute lourde dans l'affaire Liana. Mais ça, c'est ce que nous envisageons avec mon avocat, en fonction de la réponse ou non-réponse du ministre. Mais il faut que, il n'y a pas que nous qui pouvons agir, et il faut commencer donc par agir en saisissant les conseils d'administration, les délégués au conseil d'administration, délégués parents, délégués enseignants, délégués élèves, s'ils sont majeurs, hein, parce que évidemment les mineurs doivent être à part de ces actions, mais dans des établissements scolaires, il y a des majeurs. Moi, j'enseigne à des BTS, donc des majeurs. Il y a les classes prépa, ce sont des majeurs. Donc, ces gens peuvent agir en saisissant les conseils d'administration des établissements scolaires pour chasser les renards de nos poulaillers. Juste petite parenthèse, l'exhibé caché, il y en a bien dans ce documentaire? C'est ce que vous dites? C'est ce qu'a dit François, hein. Dès qu'on a laissé parler les gens, Mike Borowski a dit des choses intéressantes, et les autres intervenants. Alors, Bertrand Scholler, par exemple, donc, qui est actuellement en guerre contre Mike Borowski, il a dit, je peux le dire, je crois, mais il a été filmé pendant 7 heures à son domicile. Bon, Bertrand était quelqu'un d'assez bavard, donc je pense que François a eu raison de ne pas les recevoir à son domicile. Et du coup, sur les 7 heures, ils ont prélevé évidemment la parole la plus ésotérique, mais bon, voilà, c'est la perspective de Bertrand Scholler. Voilà, je pense pas que ça nuise. Mike Borowski a insisté là-dessus. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas l'intervention de Bertrand Scholler qui va faire rater l'émission, mais le simple fait que l'émission existe, alors que d'autre part, on est surtout victime de mise à l'écart, de blackout. Hein, voilà, l'émission existe. Moi, j'y suis pas, mais elle existe. Par contre, mon livre est blacklisté sur tous les médias dissidents. Je ne parle pas des médias mainstream, mais c'est les médias dissidents. Ni Toxin, ni Nexus, ni TVL n'ont jamais dit un seul mot de mon livre de 900 pages. Je le montre. Est-ce que vous connaissez un autre livre dans la complosphère de 900 pages qui a été publié sur quelque sujet que ce soit? J'ai récemment été reçu par notre ami Carlo Brusa sur sa chaîne Réaction 19. Je lui ai posé la même question. Il a dit: ah oui, il y a un tel qui a publié 3 livres de 300 pages. Mais 3 livres de 300 pages, c'est pas un livre de 900 pages. Parce qu'avec 3 livres de 300 pages, vous êtes reçu 3 fois sur tous les médias dissidents. Moi, avec un livre de 300 pages. On ne peut pas dire complosphère. Je pense que les mots ont leur importance. On peut dire simplement que c'est ce groupe de personnes qui a développé un esprit critique, tout simplement. Oui, voilà, nous avons un esprit critique, mais nous sommes en train de gagner, puisque voilà, Charlie Hebdo nous dénonce comme le nouveau fasciste. Voilà, et quand même, les dessinateurs en fait de Charlie Hebdo gardent leur talent. Il y a souvent une opposition dans Charlie Hebdo. J'en avais fait un dossier sur mon site. Il y a souvent une opposition entre les dessins qui disent la chose, donc l'exhibé caché, et puis les textes qui disent le contraire. Les textes qui disent circuler là, il n'y a rien à voir. Mais Ouais. Je vais laisser la parole pour conclure à Maître d'Angléan et après à vous, Lionel. Si vous avez des choses à rajouter pour conclure cette émission. Et Lionel nous dira comment on peut l'aider aussi concrètement. Et je mettrai tous les liens utiles dans le descriptif de cette vidéo. Juste une dernière observation sur ce film de France 5. Mais écoutez, moi je trouve qu'il est pas mal parce que ils ont repris des éléments de langage de ces gens qui critiquent la bande à Macron. Et cet élément de langage essentiel, c'est la dénomination brigitologue, qui a été inventée au cœur, et peut-être même, on peut même dire que ça a été inventé sur GPTV, cette dénomination. Hein, et à tout le moins... Je ne sais pas qui a trouvé le mot, Lionel. Qui a trouvé ce mot? C'est Lionel Labosse? Je l'avais donné, puis donc Mike... et après Nicolas Stocker ont choisi de l'utiliser pour me nommer de façon humoristique, évidemment. Donc, il faudra rendre la parole à François, mais je rajoute que quand j'ai porté plainte, parce que j'avais reçu un message homophobe, raciste et de menaces, j'avais porté plainte à la police, et l'officier de police, qui était assez énervé par ma plainte, parce que j'avais cité la loi pour l'obliger à enregistrer ma plainte, avait écrit sur son... Je suis
brigittologue. Et donc, je l'avais mis dans mon livre, et c'était assez amusant, donc ça va dans le même sens que ce que dit Maître Dambéan. À qui on redonne la parole. Donc, alors, merci. Alors, il est certain que cette dénomination, cet élément de langage, comme le disent ces journalistes et ces macronautes, a bien été inventé par notre ami Lionel Labosse, et cette dénomination a été promue, a été vulgarisée, a été rendue publique par cette chaîne GPTV. Or, cette émission reprend à plusieurs reprises cette dénomination. Et lorsque l'on reprend les éléments de langage des contradicteurs, on est déjà en train d'entrer dans une zone de convergence. C'est très important, hein. Et non seulement ils ont prononcé le mot, mais ils l'ont écrit à l'écran. Donc c'est très, très important. Et dans le procès devant la Cour d'appel de Paris, dès le début de la première audience, le président a utilisé cette dénomination brigittologue. Et là, je me suis dit au fond de moi-même, bon, c'est pas déjà gagné, mais on va certainement gagner cette affaire. Voilà. Et il s'en est suivi qu'on a quand même gagné ce dossier. Hein, la charmante épouse du résident de l'Élysée, Madame Brigitte Macron, eh bien, a quand même perdu son procès. Hein, et il y a un pourvoi en cassation qui a été formé, qui sera probablement jugé vers le mois de septembre-octobre 2026. Il y a de fortes chances que ce pourvoi en cassation soit rejeté. De très, 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 très fortes chances. Donc, pour revenir sur l'émission, moi, globalement, ils ont repris et vulgarisé cette dénomination brigittologue qui a été créée, fabriquée, produite. Hein, c'est un mot qui n'existait pas. Peut-être que ce mot entrera dans le dictionnaire français dans quelques années, 10 ans, 15 ans, mais pour l'instant, il n'y existe pas. Il a été créé par notre ami Lionel Labosse et il a été vulgarisé par GPTV. Bon, c'est formidable que ces réalisateurs, le réalisateur et l'équipe de tournage a repris cette dénomination. Alors, je vais parler d'équipe de tournage parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas un reportage, ce n'est pas une émission qui a été produite par des équipes de France 5. Hein. C'est une commande qui a été passée à une entreprise privée qui a rédigé une émission, un reportage, un film sur le cahier des charges qui lui a été transmis. Hein. Et le cahier des charges, c'était bien évidemment de nous décrire, avec la complicité de ce personnage lugubre, Dupont de Moretti, comme de centrer la discussion sur des complotistes. Du reste, ce mot complotiste n'existe pas dans le dictionnaire français classique. Hein. Prenez le Petit Larousse ou le Littré d'il y a quelques années, vous ne trouverez jamais le mot complotiste. Il n'existe pas, ce mot n'existe pas dans la langue française. Vous trouvez des comploteurs et des comploteuses, pas de complotistes. Ça, c'est très important. Hein. Donc, en gros, ils ont fait la promotion de des idées qui ont été diffusées, pensées, conçues par Natacha Ray, par Amandine Roy et par Lionel Labosse, ici présent. Et on peut les remercier. Hein, et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Hein, parce que moi, si j'étais à leur place, je n'aurais jamais repris et vulgarisé ce mot complotiste. Jamais de la vie. Je ne l'aurais pas utilisé cette dénomination parce qu'ici, en ce faisant, ils sont entrés dans une logique d'approbation. Lorsque l'on reprend, le contradicteur reprend l'adversaire, le contradicteur reprend les éléments de langage de son adversaire, eh bien, il est en train de basculer dans une logique d'approbation. Et ils ne s'en sont pas rendus compte. Peu importe, c'est pas grave. Je vous dis, pour moi, les gens qui ont fait l'équipe de tournage qui a réalisé cette émission, une émission sur commande, hein, avec ce personnage-là insupportable, Dupont de Moretti, qui, il faut le savoir, m'a insulté en audience, hein, ce personnage, justement devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire Henri Guénaud. Il m'a traité de voleur. Et la présidente, une magistrate remarquable, m'a fait comprendre que
ce que j'ai compris qu'elle me disait sans prononcer aucun mot, c'est pas grave, laissez tomber, c'est un malade. Ah oui, ben ce gars-là, il s'est retrouvé ministre de la Justesse quand même. Hein. Et pour quoi faire? Pour faire des pressions, hein, pour faire des pressions sur les juges, pour obtenir des condamnations contre Natacha Ray et contre d'autres personnes sur des affaires où il n'était pas possible de prononcer des condamnations, et probablement pour donner des instructions pour organiser une séquestration institutionnelle contre mon propre fils, hein, puisque depuis plus de 3 années, je n'ai pas de droit d'hébergement sur mon fils sans aucune raison, sans aucune motivation. Et tout ça à la suite de l'intervention de pas moins de 17 juges. Hein. Vous entendez bien, depuis le 3 avril, le 5 avril 2023, 17 juges, juges des enfants, juges affaires familiales, cour d'appel, se sont penchés sur le cas de mon fils et ils ont tous été dans le même sens, le priver de toute relation de droit d'hébergement avec son père et avec les 40 personnes qui composent sa famille. Hein. Et là, il n'y a pas d'émission sur France 5, il n'y a pas d'émission sur le service public. Globalement, le service public est devenu un organe de propagande. On est dans la propagande Staffel, hein, et rien d'autre. Et il va falloir sortir de cette situation. Et quant à toutes ces histoires de maltraitance, d'agression sexuelle dans les écoles, eh bien, le gros problème, c'est que anciennement, sous l'Ancien Régime, il y avait un principe qui avait été mis en place, l'immunité pénale pour les agents publics dans la France entière. Vous savez, sous l'Ancien Régime, il y avait aussi des agents publics, hein, ça existait déjà, avec à la tête, dans chaque région, l'intendant, qui est devenu par la suite le préfet. Donc, immunité pénale pour comment dire, permettre d'avoir que ces agents publics soient fidèles aux instructions du pouvoir central. Vous appliquez les instructions du pouvoir central, mais on vous assure l'immunité pénale. Hein, c'est-à-dire que vous commettez un vol ou un délit, une infraction, eh ben, il n'y a pas de poursuite. Alors, ce principe a été reconduit officiellement par la Constitution de l'an 8, par Bonaparte et compagnie, Roger Ducrot, l'abbé Sieyès et compagnie. Dans la Constitution de l'an 8, 1799, se trouve un article 75 qui pose le principe suivant. On ne pourra poursuivre les agents publics pour les crimes et les délits commis dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle qu'avec l'accord du Conseil d'État. Vous imaginez une immunité pénale qui était accordée officiellement aux agents publics. Constitution de l'an 8, 1799. Or, après la chute de l'Empire, 1815, toutes les constitutions bonapartiennes de Bonaparte et compagnie, consulat, empire, ont été abrogées. Mais jusqu'en 1870, les juridictions ont continué d'appliquer clandestinement le principe posé par l'article 75 de la Constitution de l'an 8, immunité pénale pour les agents publics. Et cette situation, on y est toujours aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, systématiquement, les éducateurs et machin, et ceci et cela sont protégés partout. Ces procureurs et ces juges ont réactivé l'article 75 de la Constitution de l'an 8 qui accorde une immunité pénale aux agents de l'administration. Et il faut savoir quand même qu'en 1870, le tribunal des conflits a délivré une jurisprudence rappelant que cette immunité pénale pour les agents de l'administration publique prévue par l'article 75 de la Constitution de l'an 8 a été abrogée depuis 1815 et qu'il n'est pas question de continuer à accorder une immunité pénale aux agents de l'administration à raison des crimes et des délits qu'ils ont commis dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Eh bien, on y est toujours. Donc, il va falloir, pour remettre les choses à plat, il ne va pas suffire aujourd'hui de passer à une 6e République sur les fantasmes d'un dénommé Jean-Luc Merluchon. Ils sont partis de la France en chemise noire. Non, il ne faut pas passer à une 6e République. Certes, il va falloir changer nos institutions, mais pas pour passer à une 6e République, pour passer à une première démocratie. Parce que
j'estime, et c'est une certitude, que des institutions républicaines ou des institutions démocratiques ne fonctionnent pas sur les mêmes principes, sur les mêmes structures institutionnelles. Il va falloir, dans une nouvelle constitution, dans de nouvelles institutions, eh bien, remettre au cœur de notre système institutionnel un authentique et un véritable pouvoir juridictionnel pour que la justice fasse son travail correctement, sans accorder des prébendes à Pierre-Paul Jacques parce qu'il travaille dans un service public ou parce qu'il est le copain de Pierre-Paul Jacques. Vous savez, sous l'Ancien Régime, l'immunité pénale était accordée au sens large, c'est-à-dire ça bénéficiait aux gens qui travaillaient pour l'intendant, à tous les gens qui, dans les provinces, participaient de près ou de loin à des missions de service public. Le valet de chambre de l'intendant, s'il est pris dans une infraction pénale, il va obtenir une immunité pénale et il ne sera pas poursuivi parce qu'on protège toute cette petite cour, toutes ces personnes qui, de près ou de loin, eh bien, côtoient le pouvoir administratif. Donc aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. Il est là. Il va falloir officiellement, dans une nouvelle déclaration des droits, il va falloir compléter la déclaration des droits de 1789 et rappeler qu'il n'y a pas d'immunité pénale, que ça n'existe pas pour les gens qui exercent des missions de service public de près ou de loin. Voilà, ça c'est le cœur du métier. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir s'engager, parce que tout ce qui se passe dans les écoles, toute cette foirinade dans les écoles, elle est la conséquence du fait qu'on n'a pas réglé ce problème sur le plan juridique et juridictionnel. Voilà, à bientôt. Très bien. Merci pour cette intervention et qui recadre historiquement le problème, la problématique. Avant de passer la parole à Lionel Labosse pour qu'il nous dise déjà, pour conclure et pour nous dire comment on peut l'aider, j'invite tous les médias indépendants ou alternatifs, c'est la même chose, enfin, c'est pas forcément la même chose, mais indépendants et alternatifs à inviter Lionel Labosse sur ce sujet, justement, sur cette mise en demeure qui est en cours. Et j'ouvre juste une parenthèse puisque j'ai vu le sujet du shadow banning, donc la mise à l'écart dans l'ombre, pour parler en français. Shadow banning des médias indépendants, oui, c'est un phénomène qui sévit. Et je pense de plus en plus, moi je l'observe sur mon tableau de bord. La dernière émission qui a été violemment shadow bannée ou invisibilisée, pour parler en français, sur Tribune Libre, c'est l'émission avec le docteur Gérard Delépine sur l'affaire du garde asile qui touche aussi nos adolescents. Et donc, cette émission, vous le verrez, a été complètement mise dans une niche, à la niche. Et elle était extrêmement sourcée avec des courbes, des sources indiscutables. Et donc, je pense que les GAFAM sont à l'œuvre pour pouvoir diffuser ou empêcher la diffusion de certaines informations. Donc, la meilleure manière d'aider les médias indépendants et alternatifs, amis, je parle de tous ces médias, c'est de nous partager au maximum. Voilà, il n'y a pas seulement le phénomène des dons, mais partager tout autour de vous. Voilà, je ferme cette parenthèse et je laisse le mot de la fin à Lionel Labosse. Merci à vous deux. Lionel. Merci. Alors, oui, pour répondre à la mise au point de François, eh bien, quand un enseignant peut lancer une mise en demeure au ministre, eh bien, voilà, on essaye d'aller au-delà de cette impression d'impunité. Et ça ne peut se faire que si les citoyens s'engagent. Donc, je le rappelle, on peut agir, il n'y a pas à m'aider, il n'y a pas à donner d'argent ou je ne sais quoi, il y a juste à s'approprier cette opération dans les établissements scolaires, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc en fait, ils sont en train d'ouvrir une fenêtre d'Overton pour normaliser la pédophilie, c'est ce qui ressort. Mais nous, de notre côté, on a une autre fenêtre d'Overton, c'est-à-dire ce qu'a expliqué François d'Angléan avec l'officialisation du terme brigitologue. Eh bien, nous, on marque des points petit à petit, on dilate à chaque fois le goulet d'étranglement des médias et on entre petit à petit, on fait entrer nos arguments les uns après les autres. Donc le 1439 pointé par notre ami Xavier Poussard, il est entré dans les mœurs. Les humoristes l'ont tous repris, enfin beaucoup d'humoristes l'ont repris. Naïm, Karim Dubernet et
donc celui que j'ai cité tout à l'heure, Bernard Mabille, et puis d'autres gens qui étaient plutôt des wokistes, comme Cécile C, enfin je la traite de wokiste, hein, c'est pas une insulte, mais en disant qu'elle n'était pas comme la plupart des complotistes actuels, eh bien même ces gens-là ont compris qu'il y avait un problème. Donc nous avons notre propre fenêtre d'Overton et nous allons petit à petit, peut-être d'ici le 22 juin, avec la réponse du Delaware à la requête en nullité de Candace Owens, peut-être nous allons marquer un énorme point. On sent que des gens sont à l'affût, on sent que des personnalités publiques comme Florian Philippot, on sent que même Radio Courtoisie, qui pratiquait une omerta scandaleuse sur le Brigitte Gay depuis des années, la semaine dernière, ils ont titré sur le 1439 et ils ont repris l'incident de BFM avec Laurence Beneux. C'est incroyable. Radio Courtoisie va se mettre à parler du Brigitte Gay. Vous voyez que dans nos médias dissidents, on a encore du chemin à parcourir, mais peut-être va-t-il être parcouru. Donc moi, j'aimerais remercier les très, très rares médias qui sont plutôt des chaînes YouTube qui m'ont soutenu, comme BressBuzz, qui a fait cette vidéo, cette capsule de 6 minutes que vous avez diffusée tout à l'heure. Évidemment, Précibus qui continue à suivre l'affaire et qui relaie les affaires, qui relaie à la fois l'affaire Cotton et ce que je propose. Hein. Alors, l'affaire Cotton, elle est importante, hein, mais bon, elle coûte. Il y a des consignations de 8 000 €. Et puis, Christian Cotton a dit lui-même qu'on avait un délai à 15 ans et que peut-être les gens seraient morts avant qu'on ait la réponse. Donc, en ce qui concerne mon action, je voudrais aussi citer, excusez-moi, je reviens en arrière, le site Bien-être de notre ami Verdi, hein, qui a fait une vidéo pour reprendre ma proposition. Alors, donc, ce que je propose, c'est un ensemble de pétitions. Alors, il y a la pétition en ligne qui n'est toujours pas reprise sur le site des pétitions de l'Assemblée nationale. Ça, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, mais donc je l'ai doublé sur un site privé MyPetition. Vous avez donc la mise en demeure au ministre qui fait 2 pages que j'ai jointe, enfin qu'on peut trouver sur mon site, sur Précibus, etc. Vous avez la lecture de cette lettre, vous avez mon article très long, qui fait donc 45 minutes de lecture en vidéo. Donc, soit vous le lisez avec tous les liens, soit vous avez la vidéo pour ceux qui préfèrent écouter ça en faisant leur vaisselle ou autre chose. Et tout ça constitue un ensemble. Donc, me souvenir, c'est voilà, agir, hein, ne pas rester les bras croisés, ne pas se contenter de commentaires sous les vidéos, mais voilà, prenez 5 minutes pour contacter toutes les personnes que vous pouvez contacter grâce aux moyens modernes des établissements scolaires ou sportifs ou ce que vous voulez, qui reçoivent des enfants ou des jeunes adultes, et puis poser la question à votre façon en repostant cette pétition. Voilà, reposter cette émission de Tribune Libre de Stéphanie Valenot, et puis, comme dit Xavier Moreau, on les aura à l'usure, parce que voilà, petit à petit, nous agrandissons notre fenêtre d'Overton à nous contre la leur. Absolument. Agissez et faites circuler ce qu'on appelle la réinformation, en tout cas l'information qui cherche à comprendre avec esprit critique. Je vous remercie infiniment tous les deux. Merci au public dans le chat et je vous dis à très bientôt. Faites circuler et retrouvons-nous bientôt. Et salutations à tous les médias collègues indépendants et alternatifs, tous sans exception. Invitez Lionel Labosse et Maître d'Angléan. Je vous remercie. Très bonne journée. Merci. Bonsoir à tous. While Brigitte, we have all her school pictures. Brigitte, we have all her school photos.